Bonsoir, bienvenue, merci de nous rejoindre. Euh, Bienvenue sur le troisième vidéo, en fait, dans un volet. On a essayé de faire un nouveau format. Au lieu de faire des vidéos longues, on a essayé de découper les vidéos. Une bonne partie de vous ont regardé les vidéos 1 qui était parlé plutôt principalement de tout ce qui était autisme en général, la partie 2 qui était qu'est-ce que nous on peut apporter, comment nous on travaille et qu'est-ce qui change par rapport à des approches plus classiques. Ce soir, c'est moi, François Alvis, fondateur de Neurofeedback Luxembourg, 10 ans de service en train d'être le plombier du cerveau, et avec Mélanie Schmalz qui est neuropsy, qui nous a rejoint à mi-temps, donc 5 ans maintenant que ça fait. Voilà. Ouais, c'est vrai, ouais. Et, même plus, attends. Même toi, c'est plus, hein, parce qu'on est en 2025 oui, maintenant. oui, non, en fait, c'est toi, plus. ça fait Le au temps passe trop moins vite. Ça 13, passe trop vite. 14. Arrête. Moi, c'était Ok. quoi 2019, avant le Covid? Ok. Parmi les gens qui sont là ce soir, est-ce que moi j'aimerais bien que vous nous mettiez dans le chat si vous avez regardé la vidéo, comment vous les avez trouvées, la partie 1, donc l'autisme en général, avec nos expériences dessus. On n'a pas fait la page Wikipédia. Et puis la partie 2 de qu'est-ce que nous on propose. Est-ce que c'était utile? Est-ce que vous avez regardé? Est-ce que vous avez regardé en entier? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mieux faire? Parce que nous aussi, on a besoin de feedback pour faire des bonnes interventions. Aujourd'hui, on a Oui, encore surtout que c'est reçu. la première fois qu'on teste, alors on ne sait pas Voilà. si ce format plaît plus aux gens que l'ancien, mais on teste. On teste, voilà. Pas de réaction. Oui, assez éclairante, instructive. Merci Rose. Voilà. Alors. Ok, super, merci Rose. Merci. Seulement 15 minutes. Désolé, c'était une semaine de fou. Ouais, je peux vous signer ça des deux mains, la semaine de fou. Ouais, ça va pas aller mieux dans les prochains temps. Ouais. C'est intéressant, mais il faudrait peut-être un peu raccourcir. C'était intense. Ah, bien. Ouais. Yes. Alors, voilà, donc ça c'est l'équipe à gauche. Vous avez Mélanie, Patrick qui aujourd'hui n'est pas là, mais qui a fait le dernier webinaire sur l'intelligence émotionnelle, qui est d'ailleurs en ligne, que je vous recommande de regarder sur notre chaîne. Moïcha qui a préparé la partie 1 et la partie 2, moi-même. Et puis on a deux nouvelles têtes. Adriana, qui est étudiante en psychologie, qui nous rejoint en tant qu'assistante pour poser les cas, pour nous assister en termes d'administratif. Et Emma qui nous a rejoint depuis, donc qui est ostéopathe, depuis lundi, ostéopathe, ouais. Et qui va travailler pour développer le projet Recoverix, donc tout ce qui est plutôt rééducation, réhabilitation pour AVC, sclérose en plaques et autres séquelles du cerveau où on peut aider les gens. Donc on s'élargit, il y en a encore d'autres têtes qui vont se rajouter dans le futur. Voilà. Petit rappel, je vais mettre les liens pour les parties. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé, qui n'ont pas eu le temps, ouais. Donc la partie 1, c'est vraiment l'autisme vu de notre côté, c'est pas avec la page Wikipédia, etc., mais vraiment ce que pas nous les trucs voit... classiques qu'on trouve sur Google, vraiment voilà. Du deep sur les symptômes. Surtout, on parle beaucoup du masking chez l'adulte et la femme particulièrement. Pourquoi? Pour vous donner juste un chiffre, pour ceux qui n'ont pas regardé, 80% des adultes, et une grande majorité sont des femmes, ne sont pas diagnostiqués aujourd'hui et ont probablement de l'autisme. Et on estime qu'au lieu de dire que c'est 4 garçons pour une fille qui ont de l'autisme, on estime que c'est plutôt 4 filles pour 3 garçons. Voilà. Donc les chiffres sont pas du tout ce qu'on nous dit toujours. Donc on parle pas mal de ça. Ouais. L'autisme étant... nous, quand les gens viennent chez nous, d'office, on a 4 suspects usuels qu'on regarde. Le premier, c'est TDA, trouble de l'attention. Le meilleur exemple, c'est Mélanie, qui a fait des études de neuropsy. Et qui s'est jamais été rendu compte. Voilà, et qu'il a fallu qu'elle travaille avec moi pendant quelques années, moi-même qui suis TDA, pour que je lui dise, tu sais, la seule personne qui supporte un TDA, c'est un autre TDA. Donc, tu dois y avoir des choses. Donc voilà, quand on parle de masking, diagnostiqué à 25 ans contre les garçons qui se font diagnostiquer en général à 8 ans. Moi, ça se voyait beaucoup plus vite les symptômes. Moi, je me suis fait éjecter de presque toutes les écoles. Voilà. C'était plus radical. Le deuxième suspect qu'on a, c'est le
PTSD, donc trauma psychologique, pas trauma physique, donc vraiment trauma psychologique, où les gens arrivent souvent avec des diagnostics de dépression et d'anxiété, avec Erroné, des de bipolarité, celui-là, somnifères, il est voilà, très oui, courant. ouais. Et le troisième suspect, c'est justement les dégâts physiques du cerveau, donc le choc physique, ce qu'on appelle en anglais mild traumatic brain injury ou concussion. En français, c'est commotion cérébrale. Voilà. Ouais, Pas les c'est lourdes, mais celles légères qui passent à la trappe, qui se voient pas au scanner. Et puis le quatrième, c'est l'autisme. On a, allez, ça varie des saisons, mais on a entre 10 et 30% de nos clients, c'est dans le spectre autistique, diagnostiqué ou non. Ça, c'est à peu près Ouais. 1 sur 4, 1 sur 5, 1 sur 3, ça dépend des saisons. Et c'est le seul où nous, on se permet aussi de dire est-ce qu'il n'y aurait pas ça et de suggérer un diagnostic. Voilà. Le diagnostic est une partie, comme pour le TDA, moi j'appelle ça le parcours du combattant. Donc, et une fois adulte, souvent, ça n'apporte plus grand-chose. Parce que en médecine, on va dire allopathique traditionnelle, il y a très peu de solutions qui sont proposées. C'est plutôt dans le monde alternatif. À Luxembourg, nous avons la Fondation Autisme qui fait un diagnostic, mais mes dernières infos, je pense que le temps d'attente était autour de 3 ans pour les adultes. Ouais, c'est ce qu'elle nous avait dit l'année dernière. Donc, Voilà, il y a 1 an, c'était 3 ans d'attente pour un adulte quand c'est pas urgent, quand il n'y a pas de risque grave, de danger. pour la santé mentale. Voilà. Et moi, je me souviens de ma première personne où c'était tellement obvious qu'elle était autistique, mais le jour où je lui ai dit, je pense que vous devriez vous intéresser à ce sujet, en fait, c'était pour elle un relief, c'était vraiment un soulagement énorme. Ouais. Le fait de lui dire, ah, mais c'est pour ça que j'arrive pas à faire des trucs très simples, comme genre maintenir l'ordre dans la maison et une route et des choses simples. Mais de l'autre côté, elle était géniale. Voilà, elle était très créative, elle faisait plein de choses super intéressantes. Voilà. Il y avait des tâches très simples où il y a des difficultés souvent. Donc, Exact. Et c'est un spectre, ça dépend de qui vous allez demander. Je pense que si vous allez voir 3 psychiatres différents, pas sûr que vous aurez les mêmes résultats. Donc il vaut mieux s'adresser. Chaque fois une réponse différente. Voilà, je pense qu'il vaut mieux vous adresser, si vous êtes du côté Luxembourg, donc à la Fondation Autisme. Eux, ils ont une série de psychiatres, que ce soit pour adultes ou enfants, avec qui ils travaillent. J'avais même assisté avec Patrick à une conférence c'était l'année passée aussi, mais où ils avaient dit justement, il y a plein de gens qui font du neurofeedback, mais il n'y a pas de preuve scientifique que ça marche pour l'autisme. Ouais. Oui, il n'y a pas d'études publiées nettes avec double placebo à l'aveugle. Non. On en parle beaucoup dans la partie 2 d'expliquer pourquoi c'est un problème et pourquoi la recherche, elle est toujours par rapport à la réalité clinique des résultats qui sont observés en clinique qui sont extrêmement bons versus ce que la science dit, la recherche, et on explique dans la partie 2 pourquoi il y a cet écart, d'où vient déjà le premier problème, avec le manque de mesure. Ouais. Je pense que je vais faire une vidéo spéciale autour de ça, pourquoi le neurofeedback n'est pas plus connu et pourquoi il est décrié. Ça serait super intéressant, je pense. Et la différence entre la recherche. Je peux juste faire un point sur la différence entre la recherche et la clinique. Un point qui, moi, fait toute la différence. En clinique, nous, on va utiliser toutes les interventions possibles dans notre main pour avoir un résultat. Et en recherche, ils font exactement l'inverse. Ils isolent tous les facteurs, y compris les facteurs personnels, pour être sûr que c'est la méthode qui a un effet. Et c'est pour ça qu'ils expliquent qu'en recherche, c'est peut-être un effet de cette taille-là, alors qu'en pratique, nous, on observe des changements majeurs. Voilà. Alors Stéphanie commente qu'un ami à elle a été quelques mois à la Fondation Autisme et on lui a dit 5 ans d'attente même. Ah, on est passé à 5 ans, ok. C'est grave, c'est énorme. Ouais. Ceci dit, il y a si vous avez le budget et que vous voulez le savoir, vous pouvez passer par des neuropsychologues pour faire les diagnostics. Nous, on le fait pas, mais je pense par exemple à Aline Vatry qui fait des diagnostics, Michel Pisani, neuropsychologue, et la troisième, Samantha Rizzi,
Voilà. Alors Rizzi, je crois qu'elle prend plus de nouveaux clients. Ouais. Bastien a essayé d'y aller, mais à voir. Ok. Mais bon, en tout cas, 3, voilà. Voilà, je vais mettre les noms dans le chat. Hop là. Ouais, tu vois, en France, c'est pareil. Dans les centres ressources autisme, il faut entre 3 et 7 ans selon la région pour se faire diagnostiquer. Moi, j'ai fait pas mal de stages dans les centres ressources autisme et ouais, il y a beaucoup de demandes. Et les diagnostics, c'est hyper long. En fait, le processus, c'est comme le TDA. Faut d'abord faire un test de QI pour regarder vos fonctions de base. Faut ensuite faire plein de tests spécifiques pour vérifier les fonctions, parce qu'il y a des fonctions spécifiques qui sont touchées dans l'autisme, mais pas que. Faut faire plein de questionnaires pour dans l'enfance, parce qu'en fait, comme c'est un trouble du neurodéveloppement, il faut vérifier que vous aviez déjà des signes quand vous êtes né. En fait, depuis l'enfance, c'est pas quelque chose qu'on attrape à 25 ans, où d'un coup on a des symptômes. Donc, du coup, il y a des questionnaires à remplir par vous, vos parents. Le TDA, c'est pareil, hein, d'ailleurs, pour le C'est trouble en de fait, l'attention. c'est un diagnostic par exclusion. Il faut Exact. éviter toutes les hypothèses et c'est pour ça que vous devez passer voir beaucoup de spécialistes avec un Le médecin. neurologue aussi, pas euh, euh, d'épilepsie. oui, l'épilepsie et l'activité paroxysmale dans le cerveau est un grand classique chez les TDA et chez les Ouais. dans le genre du spectre. Voilà. Voilà, merci d'avoir mis les noms. Ça, c'est le nom de 3 neuropsy qui, nous, on sait, peuvent travailler là-dessus. Voilà. Mais il y en a peut-être encore d'autres. Si vous avez des bonnes adresses, par contre, vous pouvez aussi les mettre dans le chat. Ça nous Oui, ça intéresse. sert à ça. Hein. Voilà. Donc, c'est pas nous qui sommes les experts. On a juste un peu d'expérience. Mais voilà, si vous avez des experts ou des centres ou des Ça, c'est sûr méthodes. que nous, on connaît Ouais. personnellement. Oui. Et puis, la partie 2, on a Mélanie et Moichin ont donc un petit peu expliqué pourquoi on a des résultats. Parce que notre approche à nous, on a quand même quelques principes qui sont vraiment différents. Chez nous, c'est toujours personnalisé, c'est-à-dire c'est pas basé sur les symptômes. Mon mantra à moi qu'on essaye d'appliquer, c'est pour pouvoir changer quelque chose, il faut d'abord avoir une mesure objective. S'il n'y a pas de mesure objective, vous êtes dans ce que moi j'appelle le mindfuck, désolé pour le terme, mais c'est de la branlette intellectuelle, et vous n'êtes pas dans les faits. Donc il faut avoir des mesures objectives. Pourquoi est-ce que le neurofeedback marche? Parce que justement, tous leurs problèmes principaux, c'est la surstimulation émotionnelle, et en faisant du neurofeedback, on arrive vraiment à ce qu'ils gèrent mieux. Le sommeil devient réparateur. Si le sommeil devient réparateur, la journée est plus facile. Tout ce qui est traitement sensoriel, ça change beaucoup. Notamment parce que justement on combine aussi plusieurs méthodes. Je me souviens encore de la neuropsychologue, je sais pas si tu te souviens, celle qui a fait le SSP, nous a fait un témoignage comme ça. Je pourrais peut-être le retrouver et le lire. Je pense qu'il est dans le diapo de la partie 2. Je pense que j'avais mis son témoignage sur le spécifique SSP. là-dessus. Ouais. Ouais. Okay. Dans la partie 2 de la vidéo, on l'avait mis parce qu'il était super intéressant, très complet. Oui. Comment elle avait vécu la chose au niveau de son système et de son traitement sensoriel et de la cognition, qu'est-ce qui avait bougé comment. Elle, c'était un super exemple parce que c'était aussi une neuropsychologue et elle avait vraiment appris à regarder les gens en face, dans les yeux. Dans les yeux, elle avait surappris, ouais, c'était mais elle avait surappris parce que la première fois que je l'ai vue, mais je me dis, elle va me manger ou qu'est-ce qu'elle fait? C'était trop dans les yeux. Ouais, et sa voix était lourde, monotone, directe. C'était, ouais. Elle avait tous les symptômes. Elle avait vraiment tous les symptômes. Et à la fin, elle avait une voix mélodieuse. C'était, wow, ok. Et ça, c'est la combinaison des différentes stimulations adaptées, personnalisées, pas standard. Voilà. Ouais. Tout ce qui est standard ne marche pas. Tout ce qui est basé sur les symptômes ne marche pas très bien. Surtout dans l'autisme, hein, vu que c'est un spectre, il y a tellement de gens différents avec des symptômes et des gravités différentes. Si vous faites le même traitement de la même manière, ça va pas donner la même chose. Ouais. Ça, c'est sûr.
Moi, j'ai plutôt un détecteur inné de PTSD. Moi, quand une personne rentre dans la salle, je sens si elle a vécu des traumatismes. Elle n'a pas besoin de me le dire, je le sens. Mélanie, elle a le don de détecter de l'autisme. Je pense qu'on devrait monétiser parce que toi, ouais, tu le vois, tu le Je sens. me Mais bon, trompe jamais. Ouais, ouais. je vois quand je vais chercher le client en bas à la salle de réception. J'ai même pas encore dit bonjour, présenté, serré la main alors, chez les femmes, c'est plus difficile. J'ai pas cette capacité-là parce qu'on masque, mais chez les hommes, en tout cas, je me trompe jamais. Dès que je fais part à l'équipe de ma suspicion, où je me dis, je sais pas pourquoi dire exactement dans l'instant T, mais je suis sûre qu'il y a de l'autisme chez cette personne et elle ne le sait pas. Et ben, souvent, quand on fait les analyses, etc., et ben, ouais. Allez, 99% du temps, j'ai juste, on va pas dire ça. Ouais, ouais. Donc, c'est non invasif, c'est personnalisé, c'est complémentaire, ça ne remplace pas les autres choses. Euh, Quand j'ai dit tout à l'heure, les plombiers du cerveau, c'était pas une blague, c'était à moitié seulement une blague. C'est-à-dire que la thérapie et tout ce qui est thérapie corporelle, notamment aussi, c'est super important. Ouais. Le neurofeedback ne le remplace pas. Par contre, ce que nous on voit, c'est que le neurofeedback vous rend prêt et que vous ayez envie d'aller plus loin. Parce qu'à ce moment-là, vous allez vous rendre compte. En fait, ce que le neurofeedback change, comme nous on le fait, pas comme ailleurs il est fait, mais comme nous on le Oui, fait, ça c'est un sujet aussi. voilà, nous on reconnecte ça et ça, donc le corps et la tête. Et donc de nouveau, vous avez plein de perceptions qui arrivent, qui au début peuvent être pas toujours agréables parce qu'il y en a trop, il faut s'habituer. Mais après, vous vous sentez, ah, ok, c'est ça le problème, et vous le sentez plutôt. Moi, j'ai expliqué encore aujourd'hui à un client, pourquoi est-ce que nous, on vous emmerde, pardon, on insiste dessus, après chaque séance, de nous écrire un feedback, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que vous avez ressenti, ça fait partie du traitement. Le fait de pouvoir vous reconnecter à vos émotions, à vos ressentis et à vous faire confiance, qui ne sont pas un truc, qui ne sont pas à côté de la plaque, vous n'êtes pas fou, c'est ce qui va garantir que les résultats vont rester. Moi, je donne toujours l'image de vos émotions et votre perception, votre interoception, c'est le terme technique. Ouais. C'est votre système d'alarme. Or, si votre système d'alarme, il vous dit dans 10 minutes, il va y avoir un ouragan qui arrive, vous pouvez pas faire grand-chose. Mais si vous dit, tiens, il y a quelqu'un qui se rapproche et dans une semaine, il sera là, ben, vous avez le temps de prévoir, vous avez le temps de faire quelque chose. Et ça, on insiste dessus. Et c'est pour ça aussi que chez nous, les gens, ils passent 40 minutes à faire des tests neurocognitifs qui sont un vrai test de résistance à la frustration. Euh, c'est ce qu'ils Aussi, disent. ouais. Ouais. Et il y en a pour 1 heure de questionnaire santé où on screen tous les effets similaires. Et comme les gens qui sont normalement pas professionnels de santé, donc ils savent pas pourquoi on pose ces questions. Ces questions, ils sont toujours par rapport à des diagnostics. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de poser le diagnostic, mais c'est d'avoir une vue d'ensemble sur le cluster de symptômes et comment vous le percevez. Parce que le cas typique, c'est la personne plutôt intelligente avec quelques petits problèmes de filtrage, ce qui veut dire hypersensible dans le monde actuel des influenceurs, et qui se trouve nul, alors que quand je vois ces tests cognitifs, je dis, moi j'aimerais bien voir vos résultats. Ouais, il explose les plafonds, il dit ah c'était horrible, j'ai tout Voilà, raté. Et puis moi je vois ses résultats et je fais alors là, voilà. alors. Donc, Ouais. et à la fin du traitement, on refait tout ça. Et donc, on voit vraiment un avant-après, que ce soit les changements dans le cerveau, les performances cognitives et comment vous vous percevez. Et les Mhm. effets sont nets. On n'a jamais eu quelqu'un où il n'y a rien eu. Oui, Pas qu'ils le oui. ressentent pas. Peut-être parfois il y a des gens qui le sentent moins, mais c'est pour ça qu'on fait ces mesures Les objectives mesures, ouais. et on va, voilà. Vous dites que vous avez remarqué, mais je pense que votre vitesse de lecture, elle doit avoir presque doublé ou voilà, ce genre de choses. Oui, c'est pas dû à un hasard quand les Non, résultats avant, après montrent quelque chose. C'est pas simplement parce que vous avez mieux dormi cette nuit ou vous avez mangé plus de salade, etc. C'est ouais, voilà, ouais, le cerveau ne ment pas s'il y a une meilleure connexion, s'il y a une meilleure régulation, si
si c'est mieux connecté, ça roule plus vite, ça fonctionne plus efficacement, il y a moins d'interférences, il y a moins de, comme disait François tout à l'heure, si vous dormez mieux, vous avez plus d'énergie, vous êtes plus capable de faire face à des choses du quotidien. J'aime bien, c'est pas un cercle vicieux, mais c'est un cercle vertueux en fait du coup qui se met en place. Il y a Maria qui nous a donné un nom d'un médecin que je ne connais pas encore rencontré personnellement, mais j'ai déjà des clients que j'ai envoyés chez lui. On a déjà eu pas mal de fois entendu parler de lui. Voilà, il est pédopsychiatre et en Allemagne, le neurofeedback étant reconnu scientifiquement, en France, non, mais et c'est même remboursé en Allemagne. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir faire le genre de neurothérapie comme nous on fait parce que nous on fait un peu plus que ça. Mais lui, il a travaillé dans des centres où c'était utilisé et donc il le recommande nettement. Voilà. Ouais. Alors il y a Cynthia qui demande si ça marche chez les enfants. Bien sûr que oui, à partir de... Il faut qu'ils puissent rester assis. Moi, ma plus jeune cliente cet été, c'était une enfant de 3 ans, justement suspicion d'autisme, parce que dans l'autisme, il y a une chose, et normalement on fait pas les enfants de 3 ans, mais là on l'a fait parce que c'était quand même une enfant non verbale, où on voyait que nous dans le cerveau, tout fonctionne bien, il est même plutôt surdoué que sous-doué, mais ne parle pas. Et donc le secret, comme vous l'avez dit dans la vidéo 2, c'est il faut pas attendre. Parce que les professionnels vont vous dire « Ah oui, mais c'est trop tôt pour faire un diagnostic, c'est trop tôt pour faire des interventions. » Non, le temps n'arrange pas. Et le risque est que la personne qui est dans le spectre accumule les mauvaises expériences et soit juste dégoûtée de la vie en société et évite les rencontres et évite les choses. L'école surtout, c'est là où ça va poser souvent problème. Et donc la socialisation, justement, donc il faut pas attendre de commencer tôt. C'est pas idéal, 3 ans. On a les deux cas. Mais à partir de 5 ans, 6 ans, si la personne peut rester tranquille, rester assise sur une chaise 30 minutes, 1 heure, c'est bon. Mais par exemple, une des applications qu'on peut faire même avec des enfants très très jeunes, c'est le Safe and Sound. Ça, dès qu'il y a aussi des problèmes de déglutition, de manger, de sensibilité à des textures, de voix trop monotone, tout ça c'est piloté par le nerf vague. Et donc le Safe and Sound est un protocole qui rétablit le sentiment de sécurité à l'intérieur du corps. Et nous, on demande des clients, si possible, qu'ils aient fini le Safe and Sound avant de commencer les séances de neurofeedback, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, le neurofeedback a plus de facilité. Voilà. Ça se passe, c'est plus smooth pour les gens, mais il y a une cliente qui a écrit un feedback aujourd'hui, qui n'a pas encore commencé ses séances de neurofeedback, mais qui avance dans ses séances de Safe and Sound à la maison. Et attends, je vais voir si j'arrive à retrouver le feedback. C'est assez impressionnant d'avoir lu tout ça, parce que je savais en plus qu'avec elle, ça marcherait super bien. Alors attends, je vais retrouver parce que j'ai vu que moi, je continue pendant ce temps-là avec le neurofeedback chez les enfants. Oui, vas-y, je vais te mettre l'autre diapo. Voilà. Non, avec les enfants, je dis. Je rajoute une petite couche, voilà, sur les enfants. Les enfants, en fait, ça marche mieux et plus vite. Pourquoi? C'est vrai. Parce que ils n'ont pas encore été abîmés par la vie en société. Oh là là, t'es encore malade, toi. Pas un encore peu, passé. Pardon. Pas de souci, mais c'est le live, c'est comme ça. Ils n'ont pas ils n'ont pas encore les mécanismes de défense. Ils n'ont pas encore été trop frustrés. Leur cerveau est malléable parce qu'il n'est pas encore développé. Le cerveau est seulement adulte vers l'âge de 28 ans. Mais l'âge où il se développe le plus le cerveau, tu me corriges si je dis des conneries, je pense que c'est entre 4 et 8 ou quelque chose comme ça. C'est là où les changements... Il y a une grosse expansion neuronale, même si, comme on le répète toujours, rien n'est jamais trop tard ou fini. C'est pas parce que vous avez 60 ans que votre cerveau se développe plus. Le cerveau est plastique toute la vie, mais effectivement, c'est là où il se développe le plus. C'est là où il y a les gros apprentissages. Alors, c'est pas perdu si c'est fait après. Mais c'est vrai que ça va plus vite. Mais juste par rapport aux enfants, pourquoi intervenir vite? Parce que si vous intervenez vite, ça veut dire que les croissances qui vont avoir lieu après, et comme l'autisme vraiment, au niveau cellulaire, le cerveau est différent à tous les niveaux du cortex. La communication fonctionne différemment, tout fonctionne différemment. Et plus vous commencez vite les interventions, plus le développement va aller vers une voie plus normale. Et l'autre argument pourquoi commencer vite,
c'est qu'on a très, très peu de jeunes adolescents. À partir de l'âge de 14 à 18, ils ne veulent pas venir. Pourquoi? Il y a une très bonne raison, et je les comprends. Ils ne veulent pas parler, mais pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, c'est la personnalité qui s'installe. Avant, c'est les éponges. Mais à partir de 14 ans, leur propre caractère se forme. Et donc, ils veulent pas que quelqu'un rentre dedans parce qu'ils ont le cocktail hormonal. Ils essayent de se construire. Les parents sont, de toute façon, ils sont chiants, ils servent à rien. Vous êtes tous des cons. Voilà, vous êtes tous des cons, etc. Donc, on a très peu de jeunes entre 14 et 18. Quand ils viennent entre 14 et 18, c'est plutôt sérieux. C'est qu'il y a de vrais problèmes. Ouais, c'est que vraiment désespéré. Et c'est dommage. C'est plutôt dommage d'attendre alors l'âge adulte. Voilà. Ouais. Marissa pose une question intéressante pour apporter une précision quand tu disais il faut qu'ils restent assis. Elle disait ouais, mais s'ils n'arrivent pas à rester assis même s'ils sont plus âgés, est-ce qu'on peut pas le faire? En fait, si. Pourquoi? Parce que les séances de neurofeedback chez nous, c'est fait avec un dessin animé adapté à l'âge. Donc en général, vous pensez bien que les enfants allaient venir voir un dessin animé chez nous extra. C'est quand même assez cool. Donc en général, quand on démarre le film, les parents sont toujours choqués parce qu'ils me disent ouais, je suis désolée, il va être turbulent, machin. Et puis après, ils nous demandent la séance et moi je dis ah ben il était sage comme une image. Ah bon? Enfin, vous savez, dès que je démarre le film, on l'entend plus. Il reste assis sur la chaise, il bouge plus. Et pour les enfants, on va dire qui sont plus dans le spectre, on en a. Moi, je pense que le pire que j'ai eu, c'est celle qui rentrait avec un casque et qui, dès qu'il y avait la moindre contradiction, elle se tapait la tête contre le mur, donc c'était vraiment autiste sévère. Et ça allait jusqu'à tel point que je le savais pas au début, mais après j'ai compris. C'est les parents qui m'ont dit. Si je buvais une goutte d'alcool la veille, elle était dérangée. Et je n'avais pas le droit. Il sentait l'odeur de l'alcool et ça la hop out. Et donc on a aussi l'habitude. Qu'est-ce qu'on a déjà fait? On a déjà donné des capes aux parents pour que, en jouant, ils apprennent à leurs enfants des vieilles capes qui sont hors service, mais pour qu'ils aient l'habitude, parce que justement la sensibilité sensorielle, poser la cape, que quelqu'un touche leurs oreilles ou les trucs peuvent être parfois mouillé, c'est froid, ça serre, c'est nouveau. Ça sent, c'est pas bon, voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Les enfants qui ont des difficultés sensorielles, en général, on fait ça avant. Les parents ont dit, bah voilà, entraînez-le pendant X mois jusqu'à ce qu'il accepte la cape pour que quand vous veniez en rendez-vous, on puisse faire un EEG. Donc ça, voilà, on s'adapte dans ce genre de cas. C'est souvent des rendez-vous que moi je conseille aux parents de placer juste avant l'heure de midi ou juste la dernière de la journée, parce que comme ça, si jamais il faut prendre plus de temps parce qu'il y a trop d'anxiété, parce qu'il y a trop de sensorialité, etc. sur le moment, alors on se prend le temps. Normalement, le rendez-vous, il dure 1 heure, mais s'il me faut une demi-heure pour que l'enfant se calme, ait confiance, accepte la cape, parfois, c'est les parents qui doivent la mettre. On a eu déjà plein de fois le coup des enfants sur le spectre, que ce soit verbaux ou non verbaux. Je pouvais même pas me lever de la chaise, je voyais bien que c'était pas possible et j'ai dit écoute, c'est papa et maman qui vont mettre le casque, pas de souci, on va driver à distance. Et donc il y a des enfants, normalement par exemple le bilan ça se fait les yeux ouverts et les yeux fermés, mais il y a plein d'enfants sur le spectre, vous pouvez pas leur demander des choses sur commande de fermer les yeux, tant pis, on fait que les yeux ouverts. Parfois on met une vidéo avec, si ça calme l'enfant, je sais pas s'il aime bien Cocomelon. Cocomelon, on l'a regardé Celui-là, je pense que Moesha, elle l'entend dans ses pires cauchemars, tellement elle l'a entendu. Mais voilà, on s'adapte. Il faut, parce que c'est pas, moi je dis toujours aux parents, le but c'est pas de les traumatiser du rendez-vous, c'est pas qu'ils aient plus envie de venir. Et puis en plus, l'enfant, s'il est en détresse émotionnelle et qu'il fait une crise, les parents sont hyper stressés, se sentent mal et c'est pas le but. Donc voilà, on prend le temps, tranquille, pas de stress. Voilà, faut que ça se passe bien, que ce soit associé positivement. Oui, moi j'ai fait aussi des séances où l'enfant était sur les genoux de maman et voilà, oui, et comme pareil. Ça, voilà, pareil. Où le parent se mettait à côté de l'enfant et tenait la main et là, hop, tout était possible de nouveau, quoi. Après, il y a aussi des négociations que les parents peuvent mettre en place. Si tu participes bien à la séance, tu auras droit, je sais pas, le tour de manège, la glace ou je sais pas. J'en ai un, le cher petit garçon
que tu sauras qui c'est que j'ai souvent le jeudi soir, c'est ça. C'est on n'a pas le droit du sucre avant la séance, mais après la séance, on peut aller manger une glace. Et du coup, il se tient à carreau. Voilà, là, Maria dit, voilà, la glace après, ça marche. Ça, voilà. On pense à... Maria, voilà. Je pense qu'on pense qu'on parle. Je pense qu'on parle de la même personne. Mais c'est trop mignon, voilà. Mais c'est cool de pouvoir faire comme ça, faut s'adapter. Donc, quels sont les effets pas nécessairement ressentis, parce que, alors, si vous voulez rendre un autiste, on va dire, muet, vous voulez juste demander qu'est-ce que tu sens. C'est la meilleure question pour le rendre muet. J'en ai un comme ça à la maison. Ça va mieux, il se soigne, mais... ils savent pas, même les adultes, ils ne savent pas, ils ont du mal à dire qu'est-ce qu'ils sentent. Ils vont balancer des réponses standards. Oh, mais ça va bien. Oh, j'ai bien aimé le film. Oui, mais non. Qu'est-ce que vous sentez? Ils savent pas le faire. Donc, et le fait de connecter, après, à la fin, ils vont pouvoir dire des choses. Donc, soit ils sont pas connectés, soit ils sont tellement connectés, ils reçoivent tellement d'informations du corps qu'ils sont... ça frise. Ils sont là, je sais pas, parce qu'il y a trop d'input qui vient, et ils sentent pas... moi, je parle plus pour perso, mais... ce qui, lui, donc pour ceux qui savent pas, mon +1 est sur le spectre autistique et lui c'est l'inverse, c'est-à-dire que il va parfois sentir tellement de choses dans son corps que ça va être anxiogène parce qu'il va sentir des sensations qui peut-être pour nous on s'en rend même pas compte qu'on a ce truc-là ou ce truc ici ou quoi, et lui il le sent et puis ça peut être assez, ça rend un peu hypocondriaque dans ce genre-là. Et donc, les améliorations qu'on a pu constater, nous, mais c'est toujours très personnel. Chez les uns, ça va mettre du temps. Chez les autres, là, le dernier cas qu'on avait eu, il n'y avait pas de réaction jusqu'à la 9e séance, et puis d'un coup, hop, ok. Ouais. Voilà. Donc, ça peut... Oui, c'est très spécifique. Ça n'a rien à voir avec l'anxiété. Non. Ouais. Le progrès n'est pas linéaire. Linéaire. Voilà. La régulation émotionnelle, donc... ils arrivent souvent à dire ok, maintenant j'ai besoin d'un break, je fais un time out, je sors. Ils le disent et ils reviennent après. Ok, maintenant c'est bon. Voilà, le traitement sensoriel qui est mieux, manger plus, goûter des choses. Le nombre d'enfants qu'on a vu. Je me rappelle du jeune de 13 ans qui mangeait des choses que sa mère a dit. Il a goûté un truc. Elle en revenait pas. Elle a dit, il a jamais fait ça. Il a 13 ans. Il a voulu goûter un truc. Elle a dit, j'en suis pas revenue. J'ai rien dit. J'ai essayé de pas réagir. Ouais. Je me rappelle de ça. Les fonctions cognitives. Donc, pouvoir mieux comprendre une chose. Si vous n'êtes pas submergé par les émotions, le cortex préfrontal, il marche un peu mieux. Voilà. Et donc, ça permet aussi d'avoir un autre comportement parce qu'il y a une différence entre processus interne et ce qu'on voit à l'extérieur. C'est très différent. Surtout chez les autistes, c'est deux mondes à part. Et l'accent qu'on met de nous, de toute façon, peu importe pourquoi vous venez, c'est le sommeil. Parce que peu importe que vous ayez un problème de dépression, d'anxiété, de trauma, d'autisme ou de TDA, point commun, mauvais sommeil. C'est le premier symptôme, tous. Même si les gens nous disent « Oh non, je dors bien ». Oui. 9 fois sur 10, c'est faux. J'ai jamais vu un TDA qui dort bien et voilà. Les autistes, moi, voilà. Ok. Ça, c'est les effets. Donc, c'est individuel et ça reste. Voilà. Excuse-moi, je suis allée trop vite. Non, c'est bien. Donc, ça reste dans le temps. D'ailleurs, le maximum d'effets, vous l'avez vraiment 6 mois après avoir arrêté. Parce que le temps que le système nerveux s'équilibre, en fait, le but, ce que nous, vers quoi on travaille, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, donc l'équilibre. Voilà, un équilibre, mais sur des bases plus saines. Et je pense que dans le futur, on va instaurer un truc qu'on va faire un recheck après 6 mois pour voir où ils en sont. Je pense que ça serait une bonne idée parce qu'il y en a beaucoup qui parfois on entend parler d'eux plus tard et qui nous disent que les effets qui ont encore... je pense que dans la vidéo sur notre chaîne YouTube, si vous allez sur YouTube, vous tapez Neurofeedback Luxembourg, il y a l'interview de Sandra où elle explique bien ça. Attends, je vais la mettre. Ouais, vas-y, mets le lien. C'est super intéressant parce qu'elle explique que voilà, quand elle s'est sentie
toute perdue, elle avait peur d'être seule à la fin du traitement, du coup elle se sentait mal, elle s'est dit mince, ça n'a pas marché, etc. Elle explique tout le processus qui a suivi les mois suivants et comment c'est maintenant. C'est assez intéressant. Merci Sandra. Bah, elle est pas, je pense pas qu'elle est ici, mais si jamais elle tombe sur cette vidéo, merci Sandra pour ton témoignage. Parce que c'est ça qui a le plus de valeur, parce que nous, on peut vous parler de ce qu'on travaille et des effets qu'on observe. C'est pas la même chose que la personne qui l'a vécu, même si sur nous, on fait aussi du neurofeedback. Hein, on l'utilise aussi, c'est pas quelque chose qu'on n'utilise pas. J'ai mis le lien, voilà. Donc là, vous pouvez aller vous regarder. Il y a Cynthia qui pose une question intéressante par rapport au nombre de séances dans l'autisme. Alors dans l'autisme, c'est un peu plus que par exemple pour de l'anxiété. Pourquoi est-ce que c'est un peu plus? Parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le hardware est différent. Et nous, on travaille au niveau du software. Le software peut compenser des déséquilibrages au niveau du hardware, mais ça met plus de temps. Si on est juste dans le fonctionnel, voilà, mais c'est vraiment le cerveau d'un autiste est vraiment différent. Des points communs qu'on a typiques, c'est un côté droit suractif. Ça, c'est le grand classique. Un manque d'alpha, ça, c'est classique. Mais même ça, il peut y avoir des couches pour qu'on voit pas ça en premier. Voilà. Et donc, combien de temps de séance ce que nous, on commence pas. Il y a d'autres types de neurofeedback qui sont pas basés sur le QEG, où vous pouvez les faire une séance pour essayer. Ça va rien donner, mais et c'est ce qu'ils proposent beaucoup de praticiens. Nous, on dit, ça sert à rien. Si vous ne pouvez pas vous engager pour 10 séances plus la brain map, prenez l'argent, faites-vous un week-end ou faites autre chose. Ce sera mieux parce que nous, on veut pas commencer quelque chose et puis s'arrêter au milieu. Le client est toujours libre d'arrêter, mais j'ai jamais. Si maintenant on a eu un cas qui a dit d'arrêter parce qu'il n'avait plus envie, et c'était justement un adolescent. Mais les adultes, voilà, on n'allait pas le forcer. Voilà, l'adulte, en fait, il n'avait plus envie de venir. Voilà, oui. Donc, 10 séances, on est sûr qu'on a un progrès. Et dans le pack de 10 séances, ce qui est dedans, c'est cette réévaluation. Donc, au bout de 10 séances, on se remet autour de la table et on discute. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Qu'est-ce qui reste encore à faire? Et nous, on aura un avis, mais après 10 séances, c'est au client. Chez nous, après 10 séances, on est en mode self-service. Les clients qui ont envie de revenir et prennent un pack de 3 séances pour booster parce que, je sais pas, leur conjoint est parti, leur boss est chiant et que, je sais pas quoi, ils vont pas bien, ils doivent déménager, je ne sais pas quoi. Ben, rien ne vous empêche de prendre un booster. Il faut aussi faire des pauses, parce que le temps d'intégration, parce que s'il y a une chose que les autistes n'aiment pas, c'est les changements. Or, chez nous, il y aura des changements. Donc parfois, c'est bien aussi avoir le temps de process, voilà, d'intégrer et de s'habituer au nouveau. Je dois quand même vous contredire, dans la vidéo 1, vous avez dit que ça part pas. Je suis pas d'accord avec cette chose. Et je sais avec les effets? Non, que l'autisme ne part pas. J'ai 2 contre-exemples. Le premier, c'est le livre que tu as mis en référence, c'est le Switched On, qui est un livre que je recommande. Peut-être oui, je pense que je l'ai mis plus loin. Tu l'as mis plus loin? Tu l'as mis? Yes. Ah, ok. Oui, il est après. On pourra le montrer. C'est un livre très intéressant parce que c'est un autiste bien qui a fait de traitement, pas du neurofeedback, mais de la TMS. Donc c'est beaucoup plus fort que le neurofeedback. C'est de la stimulation magnétique très forte puissance où on forcément on dépolarise l'activité dans le cerveau. Voilà. Et le livre s'appelle Switched On et à la fin il dit, vous savez, si vous m'aviez demandé expliquer comment est votre monde neurotypique, moi j'aurais préféré rester dans mon monde à moi parce qu'il est beaucoup plus sympa. Il n'aurait pas voulu faire la TMS du coup et pas de traitement et s'enlever les symptômes. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire des marches en arrière. Et j'ai un autre cas personnel d'un jeune homme. Je vais pas le nommer, mais tu vois à qui je veux dire. Oui, je sais de qui tu parles. que j'ai rencontré quand on était encore dans le cabinet médical avec les médecins. Il est venu en crise parce qu'il n'y avait plus rien qui allait. Il était crise du burn-out, dépression, etc. et tout. Et donc le neurofeedback, on l'a stabilisé. Et je lui avais dit à l'époque, au bout de ces 10 séances, t'as pas terminé, toi, il faudrait que tu fasses plus.
et il y a l'autisme. Voilà. Donc c'est là où il a découvert qu'il y avait ça. Et donc il a essayé plein de choses différentes. Pendant des années, il est devenu plus vieux. Il a eu le diagnostic officiel. Il a eu un reclassement, donc au niveau un aménagement, donc le statut Pour le travailleur handicapé, ça s'appelle à Luxembourg. Et donc il a trouvé un job. Il a dit bon, j'ai tout essayé, thérapie, médicaments, machin, ça marche pas. Je suis toujours, je sais pas quel âge je devais avoir, 25, 27. J'habite toujours chez mes parents. Je parle à 2 adultes et j'ai un seul hobby, c'est les voitures. J'ai envie d'une autre vie, mais j'y arrive pas. J'ai tout essayé et la seule chose qui a marché, c'était le neurofeedback. Et là, maintenant, j'y vais à fond. Et donc, on y est allé. Et pour vous donner un ordre d'idée, donc c'était quelqu'un qui se mettait à transpirer et à se trembler quand il y avait une femme qui se rapprochait de lui, pas qui le touchait. Et là, j'ai vu une photo de lui alors qu'il dansait de la salsa. Il menait une danse avec une femme, ouais, il va en boîte de nuit. Alors pour un autiste, voilà. Imaginez l'expérience sensorielle, quoi. Voilà. Donc oui, Ouais. ça peut marcher. Et il a dit lui-même, je suis pas sûr, mais c'est lui qui l'a dit, qu'il remplirait encore les conditions pour avoir le statut de travailleur handicapé. Mais je suis bien content de l'avoir, mais je suis oui, il va pas aller effacer son diagnostic, quoi. Non, mais il y avait aussi d'autres choses. Voilà, voilà. Mais il habite seul. Il a eu des vraies relations de long terme, profondes. Voilà. Donc, waouh. Good. Mais voilà, oui, pour répondre peut-être à Cynthia, comme on a fait un peu, on s'est un peu fait des digressions, mais oui, pour l'autisme, il faut la moyenne, en tout cas. Après, ça va dépendre, voilà, des symptômes, ça va dépendre de la gravité. En fait, ce qui nous donne une information sur le nombre de séances que vous allez avoir besoin, que ce soit un enfant ou un adulte, ça va être le premier bilan. Là où, voilà, le cerveau, on va voir tout ce qu'on a à voir et on aura une image claire de OK, on en est là ou on en est là. Donc, en fonction de ça, on saura déterminer. Mais je peux déjà vous dire que la moyenne, c'est souvent plus entre 15 et 20 séances à raison de 1 fois par semaine. Il y a des gens qui avaient essayé 2, mais souvent pour l'enfant, c'était un peu trop. Mais pareil, c'est du cas par cas. Et Stéphanie demandait si ça reste les effets dans la durée. Je voulais juste rebondir là-dessus. De dire que le neurofeedback, c'est un apprentissage, c'est pas juste un truc qu'on applique et ça dure le temps où vous êtes dans le rendez-vous, en fait. Donc, c'est pour ça que ça reste. Le terme exact, c'est LTP, Long Term Potentiation. En fait, le concept très galvaudé, utilisé à toutes les sauces de neuroplasticité, le neurofeedback, c'est vraiment de la neuroplasticité appliquée, dans ce sens que si vous faites une séance chez nous, dans une séance de 30 ou 40 minutes, ça dépend si vous les tenez, peut-être que vous ne tenez pas les 40 minutes, peut-être qu'il faut faire d'autres choses. Ça, c'est justement adapté à chaque personne. Vous allez avoir, j'avais compté plus de 1000 répétitions. Donc 1000 fois au cerveau, on va dire, fais ci, fais ça, ou fais pas ça, oui, non. Et ça se passe de façon autonome. Et ces changements, ces répétitions, la neuroplasticité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses que vous pratiquez vont être codées en dur. Ça veut dire qu'il y a une connexion physique. C'est ça ce que ça veut dire LTP, Long Term Potentiation. Donc, il y a de nouvelles connexions physiques qui se font dans le cerveau. Et à force de les utiliser, ça reste. Et si plus vous utilisez, au début, c'est un petit chemin de campagne. Après, c'est une autoroute. Voilà. Et donc, c'est la répétition qui fait que ça reste. Et ça c'était prouvé aussi avec des études de scanner. Le prix Nobel, bon, ça c'est trop long, je m'écarte. Voilà, je vais rester. Voilà. On sait pas faire court, voilà. Je sais qu'on voulait faire des vidéos courtes, mais apparemment on est trop passionné, on sait pas faire court. Alors, Karine qui nous dit, est-ce que c'est possible de venir d'abord pour un diagnostic? Nous ne faisons pas de diagnostic. Nope. Mais on fait une analyse, donc ce qu'on appelle nous un QEG, une brain map. Donc c'est l'ensemble entre mesurer l'activité électrique de votre cerveau comparé à des références normatives, les tests cognitifs comparés à des normes, les questionnaires santé purement subjectifs, comment vous vous sentez. Ça, c'est la première étape et ça ne vous engage à rien, sauf de venir
et voilà, et d'écouter ce qu'on vous dit, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter non plus, hein. Moi, je dis toujours aux gens, je dis vraiment la phrase, ne me croyez pas, challengez-moi. Mais il y en a très peu qui ont réussi à me convaincre que j'avais tort sur les du choses. contraire. Voilà. Et donc, cette étape-là, et après, nous, on n'insiste pas, on vous fait aucune pression. Je n'ai jamais rappelé quelqu'un, est-ce que vous voulez maintenant venir, vous voulez commencer les séances? La réalité, c'est que nous, en ce moment, je pense que la prochaine séance de dispo pour faire des séances, pas pour faire des brain maps, on garde des créneaux vraiment chaque semaine disponibles pour qu'on puisse voir des gens. Mais la prochaine séance de dispo, je pense que c'est mai. Voilà, donc on est toujours booké 1 à 2 mois en avance minimum. On y travaille, on augmente toute notre capacité. Il y a plus de gens qui arrivent et on augmente les capacités. Voilà. Oui, bah c'est ça. À chaque fois qu'on a plus de gens et qu'on essaye de trouver la possibilité de pouvoir offrir ça à plus de monde, bah il y a toujours plus de monde qui vient s'insérer. C'est par semaine, je crois qu'on a au moins une dizaine d'appels de personnes qui voudraient faire un bilan EEG et je vais dire allez 8 sur 10 ils vont booker un bilan. Et de tous ceux qui font un bilan, quasiment tous vont commencer le neurofeedback derrière une fois qu'ils ont reçu les résultats de leur neurofeedback, de leur cerveau. Donc, nos services sont assez chers. D'ailleurs, les tarifs se retrouvent sur notre site web. Je vais pas les détailler, vous pouvez les voir. Mais parce que ça comprend beaucoup de travail et que chaque praticien, on peut faire que 3 séances par jour, même pas 4. À partir de 4, on commence à être vidé. C'est très fatigant, c'est beaucoup de boulot. Parce que vous venez pour une heure, mais nous, on a 1 heure avant et 1 heure après en résumé, à peu près. Ouais, mais on a fait une offre pour aujourd'hui, Karine, si vous êtes intéressée pour la première étape, on fait une offre toujours quand on fait les webinars à la fin. Donc j'ai mis ça. Merci Maria pour le retour. Merci Maria pour le brain map. C'est la partie que je préfère moi aussi. Voilà. J'adore le faire. Mais je pense que si on demandait, je discutais ça ce matin avec une téléconsultation que j'ai eue, une personne qui est venue se renseigner pour son enfant. Et je lui disais, je pense que si on demandait à tous nos clients quelle est l'étape qu'ils ont préférée de tout ce qu'ils ont eu, je pense qu'ils répondraient la brain map avec la restitution des résultats. Je suis quasiment sûre. C'est très transformateur. Et ça dure 1h30 et après vous êtes crevé et vous saturez, je vous garantis. Oui, aussi, ça c'est beaucoup d'informations. Vous verrez, chez nous, vous aurez beaucoup d'informations sur vous-même et sur plein de choses. Nous, on aime bien partager le savoir, donc ça, parfois c'est un peu overwhelming, mais c'est ce qui va vous donner... Moi, c'est ce que je dis, j'ai dit le fait de savoir comment vous fonctionnez et de vous connaître vous, c'est ce qui vous donne le pouvoir de transformer votre vie, de vous améliorer, de prendre des décisions. Donc, je reviens aussi peut-être à la remarque de Stéphanie qui a tout à fait raison. Il y a ces statuts de travailleurs handicapés et reclassement, c'est pas la même chose. Merci de préciser. Voilà. Et du coup, si on arrête au bout de 15 séances et qu'on ne pratique plus, non, le résultat ne va pas. Mais par contre, alors je vais prendre un exemple parlant qui peut-être pas dans l'autisme, mais on va dire plutôt quelqu'un qui est dans un environnement, on va dire, pas sain pour lui, que ce soit travail ou partenaire, hein, sans donner plus d'idées. Si nous, ce qu'on constate et ce qu'on voit et ce qu'on encourage, c'est que faites le neurofeedback pour que vous ayez la tête claire, rassembliez vos ressources et puis que vous trouviez votre solution. C'est pas nous qui allons vous dire il faut vous divorcer, il faut changer de job, on peut vous poser des questions qui vont vous rendre compte que peut-être peut-être que c'est pas une bonne idée. Mais si naturellement vous utilisez c'est pour ça que par exemple des gens qui sont en burn-out et qui disent réparez-moi, je dois y retourner, non, on fait pas. Point. Donc si la personne, moi ce que je dis, le neurofeedback, on va vous ouvrir une fenêtre, une opportunité pour mettre en place les changements pour que ça se reproduise pas, ce qui vous a amené chez nous. Voilà. Ouais. L'autisme, c'est un peu différent. Voilà. L'autisme était un peu différent parce que c'est pas, on peut pas. C'est pas dû à l'environnement du travail ou du partenaire ou de la famille toxique, etc. Mais après, si on parle de l'autisme même, l'apprentissage se fait, ne se perd pas, donc c'est pas un traitement à faire à vie. Là, si on va dans un cas extrême, la chose qui pourrait faire que ça revient en arrière, c'est si l'enfant maintenant a un trauma crânien, s'il y a la structure qui a des dommages. Peut-être que la question qui m'étonne, qui n'est pas encore arrivée, c'est les effets secondaires. Parce que, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas. Voilà, ça c'est la question que vous auriez dû poser. Alors,
Les effets secondaires. Première chose, toute chose qui a un effet a des effets secondaires. Si quelqu'un vous dit le contraire, partez en courant. 100% de nos clients font l'expérience de courbature du cerveau. Courbature, vous savez ce que c'est. Vous faites du sport, vous pratiquez un muscle, vous le dépassez un peu vos limites. Le lendemain, 2 jours après, vous allez le sentir, 3 jours encore plus. Voilà. Chez nous, c'est direct et on n'a pas l'habitude de sentir notre cerveau travailler. C'est lourd. C'est vraiment spécial parce que les clients qui sont très bien connectés avec eux peuvent nous dire aujourd'hui vous avez travaillé là. Ah non, aujourd'hui vous avez travaillé là. Voilà. Ils savent exactement où ça travaille. Voilà. Ce qui est pas bizarre. Douloureux, mais non, mais parce que pourquoi est-ce que c'est pas douloureux? Parce que dans le cerveau, il n'y a pas de capteur de douleur. Ce qu'on sent en fait, c'est la différence d'irrigation du sang, puisque si vous faites une séance de Norvébec, vous consommez plus de calories que si vous allez 1 heure dans la salle de sport. C'est pas une blague. Quand les clients passent chez nous, ils prennent au début pas sérieux, mais après ils me croient quand on leur dit. Et donc en fait, vous consommez tellement d'énergie qu'il y a plus de sang qui doit arriver, et c'est ça que vous sentez. C'est pas un mal de tête, c'est une pression dans la tête. Ça. C'est comme si on appuyait un peu comme ça. Moi, je dis toujours, j'ai l'impression comme si quelqu'un posait son doigt et appuyait légèrement dessus. C'est tout bizarre comme sensation. Mais ouais, vous sentez vos neurones qui changent, quoi. Ouais, ou quand on travaille sur le réseau de l'anxiété ou le réseau plutôt des émotions, limbique, voilà, le réseau limbique. Voilà, quand il y a l'amygdale dedans, les gens me disent, j'ai une pression derrière l'œil qui pousse, j'ai l'œil qui a envie de sortir. Ça, c'est l'amygdale, voilà. Celui-là, je l'ai souvent à droite. Systématique à toutes les séances. L'amygdale, elle est super bien dérégulée chez moi. Parce qu'à chaque fois que je fais une séance, même si c'est pas sur ça, je sens de la pression derrière l'œil droit, ça n'y manque pas. Ouais. Donc ça, c'est un effet, c'est 100% de nos clients, les courbatures du cerveau. Mais moi, je leur dis, c'est super que vous ayez ça, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est comme quand vous faites du sport, vous avez des courbatures, ce muscle, il va vous développer. Il va se développer. Oui, donc, vous savez qu'il s'est passé quelque chose, que vous avez bien travaillé, etc. Il y a un deuxième effet secondaire, celui-là est un peu plus dur à comprendre, et je le dis un peu de façon brute, de décoffrage, c'est votre résistance au bullshit va énormément diminuer. Oh oui, celui-là, il est très courant aussi chez les gens. Les gens, souvent, dans les feedbacks qu'on demande après chaque séance, on reçoit un truc. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai répondu à mon chef ou à mon mari comme j'ai jamais fait. Énervé. J'étais étonné de ce qui sortait de ma bouche. Voilà, c'était ce genre de choses. En fait, vous allez plus tolérer des choses que vous tolériez avant, mais que vous sentez qui ne vous font pas du bien et qui sont pas OK. Ben, vous allez vous lever et vous allez le dire. Voilà. Et ça. Vous vous laissez plus faire, vous vous laissez plus marcher dessus. Ouais. Typique. Si je prends l'exemple des enfants, les enfants qui sont anxieux, qu'est-ce qui va se passer? Et je le prédis aux parents. Ils disent oui, on va gérer. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Un enfant anxieux, si l'anxiété baisse, et l'anxiété c'est là où on a les meilleurs résultats, les plus rapides, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de nouveaux comportements. Où est-ce que vous voulez qu'il les essaye? À la maison ou dans la cour de classe? Moi, je préfère qu'il le fasse à la maison. Et donc, en fait, les parents vont dire, oui, mais avant, il était plus simple à gérer. Ouais, mais vous voulez qu'il devienne indépendant et qu'il s'affirme et qu'il prenne sa place, ou vous voulez qu'il reste un mouton? Voilà. Donc, prise de confiance, exprimer plus. Un autre effet secondaire, ça c'est plus pour les adultes. Il y en a quand même pas mal qui se mettent indépendants. Ça, le dernier cas que j'ai appris, c'était une partenaire d'un Big Four qui s'est maintenant lancée dans la mode, un magasin de mode. C'est pas la même chose. Oh. J'ai aussi le cliché, le directeur de banquier qui est allé cultiver l'élevage de chèvres dans le Larzac. Oui, c'est ça, on a eu. Ouais, ils ont cherché plus de sens dans leur vie, en fait. Quelque chose qui leur faisait du bien, qui leur plaisait, un rêve qu'ils avaient peut-être abandonné. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme effet négatif? Oui, oui, l'autre aussi, qui quand même je mettrais en deuxième position, c'est les gens me disent, ah, mais je me sens ralenti. Non, madame. Oui, oh là là, celui-là, il est très bien.
Ça s'appelle être relax. Comment ça? Mais je vais pas pouvoir. Si vous allez même mieux gérer votre journée, parce que aujourd'hui on parle partout d'économie d'énergie. Ben, il faut se rendre compte que le cerveau c'est le plus grand consommateur d'énergie dans tout votre corps, et vous n'avez pas besoin d'être à fond tout le temps. Vous n'avez pas besoin d'un interrupteur on-off. Et nous, ce qu'on va vous essayer d'apprendre indirectement, pas par la conscientisation, mais à travers le neurofeedback, c'est d'avoir de la granularité, d'avoir des millions de gris au lieu de blanc-noir. Parce que le blanc-noir, la vie n'est pas blanc-noir. Voilà. Et donc, meilleure gestion de l'énergie, et vous vous rendrez compte, ben, vous n'avez pas besoin d'être à fond pour assister à un meeting. Vous allez même mieux gérer vos tâches si vous n'êtes pas à fond. Voilà. J'ai mis les ressources dont tu parlais tout à l'heure, du coup. Ouais, Du livre. voilà. Si jamais vous vous posez des questions ou que vous connaissez des gens et que vous voulez savoir des choses sur l'autisme, ma première recommandation, c'est ne vous adressez pas en premier à des professionnels parce que ils vont vous parler de symptômes, de sévérité, de plein de trucs pas très sympas à lire. Le premier, Joseph Chovanec, c'est un autiste assez connu. Il est porte-parole de, je pense que l'association d'autistes en France. Il a fait un livre, mais il y a aussi je pense que c'est sur Arte, Voyage en autistan, où il y a une équipe qui le suit. C'est vraiment rigolo, juste. Voilà, c'est juste, voilà, il faut le Ils sont regarder. super intéressants, ouais. Voilà, voilà. Après, il y a des guides que j'ai mis, l'autisme et moi. Arte a une très bonne série, la série Psycho, où il parle du TDA, mais il parle aussi de l'autisme. Et puis le dernier, le livre, c'est John Elder Robinson. Son premier livre, c'était The Look Me in the Eye. Là, il était vraiment dans le spectre. Il décrivait son monde, comment lui le voit et ce qu'il faisait pour essayer de s'adapter au monde de nous neurotypiques. Le deuxième, c'est My Adventures Asperger's and My Advice for Fellow Aspergers. C'est intéressant pour voir ce qui a marché chez lui, ce qui aide. Et le troisième, c'est là où il a fait toute une série, je pense, il doit y avoir 40, 50 au moins sessions en TMS, et sa conclusion du livre à la fin, ouais, mais bon, si j'avais su comment votre monde de neurotypique, il est emmerdant, moi je serais resté dans ma bulle, parce que moi je préfère ma bulle. Voilà. Et c'était aussi, si je peux peut-être rajouter, une expérience que quand j'ai commencé à faire du neurofeedback, on n'était pas du tout aussi loin, on était tout au début, ça remonte bien à 10 ans. C'était une jeune femme qui était très autistique, qui était vraiment dans sa bulle et qui était dans une institution avec des parents plutôt âgés. Et comme j'avais pas beaucoup d'expérience, ben on l'a aidé. À l'époque, j'étais encore plein de bonne volonté, j'avais encore un autre job, et donc on a fait aussi plein de séances, comment on appelle ça, gratuitement. Et résultat, en fait, ça s'est pas si bien passé pour la fille que ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'insiste sur les effets secondaires après. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'institution où elle était, ils ont dit, elle n'est plus assez autiste pour rester ici. Or, elle n'était pas non plus assez normale pour vivre complètement indépendant. Ce que ses parents disaient, c'est, mais avant, elle était plus facilement gérable. Oui, vous pouvez la mettre face à un mur blanc, elle restait 3 heures sans bouger, quoi. Oui, maintenant, c'est une teenager qui challenge, qui demande, alors que c'est une femme plus âgée. Et comme elle a loupé pas mal d'étapes de développement, elle a dû retrouver du départ. Et surtout ce qu'elle disait. Ça m'a donné beaucoup de mal. Elle m'a dit, avant j'étais dans ma bulle et je croyais que le prince charmant allait arriver et que j'allais avoir des enfants et que j'allais avoir une vie normale. Et je parcourais le rêve et je me rendais pas compte de ce qu'il y avait autour. Vous m'avez sorti de ma bulle. Vous m'avez sorti de ma bulle. Et là, je me rends compte que le prince charmant, ben, il n'existe pas, il va pas arriver, que le monde, il est pas rose. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que c'est un trou par lequel elle est passée, et d'où l'intérêt de dire qu'il faut commencer tôt, parce que
Elle a loupé les étapes de développement qu'elle pourra plus difficilement rattraper. Si vous commencez tôt, vous n'aurez pas ce trou. Et qu'après, elle a trouvé sa voie. Elle est devenue caricaturiste. Elle était excellente en caricature. Voilà. Ça, c'est ce retour d'expérience. Voilà. Karine, tiens, Joseph Chavanec interviendra à la journée de la sensibilisation à l'autisme le dimanche 13 avril. Waouh, ça c'est super intéressant. C'est bientôt. Ouais. Ah, ça serait intéressant d'y aller, tiens. Voilà. Est-ce que Marisa qui pose la question, et les enfants non verbales, est-ce qu'il y a une différence? Nous, le seul truc, c'est que s'il y a vraiment très jeune et non verbal, ça va demander plus d'implication des parents, parce que nous, on a quand même besoin de communiquer, et les parents seront donc les experts de l'enfant, qui vont pouvoir nous dire, ah, là, je vois qu'il commence, c'est pas trop, ou il aime pas ça, etc. Comme il n'y a pas la langue, on pourra pas communiquer avec la personne. On a eu le cas cet été avec un jeune homme plus qu'autistique, mais qui était venu de Serbie ou de Croatie, je sais plus où, et on n'avait pas de langue en commun, et même les parents n'avaient pas de langue en commun. C'était pas évident ni pour lui ni pour nous. Donc il faut qu'il y ait un moyen, un canal. Communication, c'est quand même super important. On a de très bonnes antennes, mais le verbal est quand même important. Voilà. Donc les parents, vous serez porte-parole de l'enfant pour nous aider à voir comment on doit régler entre guillemets la séance. Ouais. Faites-vous confiance. Moi, je dis toujours, je fais très très confiance au ressenti des parents parce que vous êtes celui qui connaît le mieux votre enfant. Donc, Julie Dachès, je connais pas. C'est qui Julie Dachès, Karine? Est-ce que tu peux me dire quelque chose là-dessus? Ça m'intéresse. Si tu as le temps. Voilà. Alors, pour les personnes qui voudraient faire, donc voir une fois, se faire regarder dans le cerveau, tester leur performance cognitive, voir où ils se trouvent, sans recevoir de diagnostic médical. Donc, on a une offre qui est pour les gens qui sont décidés, c'est autisme rapide. Jusqu'au 15 mars, vous avez 200 € de remise. C'est jusqu'à 23h59 et le système est précis. Voilà. Et 100 € si vous avez besoin de réfléchir, d'analyser, de comprendre, de relire, d'aller demander des avis externes, de lire les avis de nos clients, de regarder encore d'autres vidéos. Voilà, c'est avec le code autisme 2025, vous aurez 100 € et autisme 2025 avec tiré rapide, vous aurez 200 €. Voilà. Julie Dachès, elle a écrit. Tu as jamais vu la BD? François, non, la BD avec une femme? Je connais pas. Non? Ah. Connais pas. C'est peut-être plus francophone, c'est pour ça que tu connais pas, parce que moi je connais la BD, c'est très intéressant. Ben, rajoute ça dans notre slide pour qu'on le rajoute comme référence. Parce que je pense que une BD, je trouve ça génial, si c'est bien fait, pour justement accrocher les adolescents et les plus jeunes, ou de façon avoir une entrée plus légère. Et puis c'est une femme adulte aussi, tu sais, c'est pas mal pour le masking, tout ça. Ouais. Des rendez-vous pour de brain map, on en a régulièrement. Sur notre site, on pense l'avoir bien fait, mais il y a encore beaucoup de gens qui ont des problèmes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut créer un compte, il faut choisir le service, et si c'est pour votre enfant, créez le compte au nom de votre enfant, pas à votre nom, parce que sinon vous n'aurez pas accès. On a des plages réservées pour les enfants et des plages réservées pour les adultes. Il y a beaucoup de logistique derrière que vous voyez pas, mais voilà. Pour très faire. Qui font que ça tourne, que ça roule. Voilà. Et donc, créez le compte et choisissez le service. En type de brain map, on en a 2. Prenez la plus simple, sans l'analyse du système nerveux. On le fait presque pas en ce moment parce qu'on n'a pas les ressources pour bien les gérer. Oui, la variabilité cardiaque, de toute façon, c'est pour des cas hyper spécifiques, plus burn-out problèmes cardiaques, etc. C'est pas le cas. Ouais, c'est pas intéressant parce qu'on sait que votre sommeil n'est pas bon et que le système nerveux est en alerte. On le sait, vous n'avez pas besoin de le mesurer. C'est plutôt pour les gens qui disent que tout va bien, alors là, c'est peut-être intéressant. Et puis, la différence, c'est que vous choisissez le service, vous choisissez la date, et il faut que pour que le rendez-vous soit validé, il faut payer, et à ce moment-là, c'est validé. Voilà.
tant que c'est pas payé, c'est pas validé. Ne faites pas de demande pour le réserver par email, on va pas le faire. Faut que vous le fassiez. Voilà. Peut-être que faire un schéma pour la prochaine fois avec le processus, les étapes, ça serait bien, Mélanie. Oui, on Ouais, l'a en plus. on l'a, donc on C'est va vrai que peut-être le mettre. celui-là, Ouais, il manquait. Je n'ai ouais. pas pensé à ça. Ouais. Oui, autiste et docteur en psychologie, tiens, ça va bien ensemble, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions encore sur lesquelles on pourrait vous aider? Voilà. Fibrillation auriculaire. Fibrillation auriculaire. Ah ouais. Alors là, j'ai besoin d'aller voir Docteur Google parce que fibrillation auriculaire. Oui, mais c'est quoi la cause? C'est bien la fibrillation, ça je comprends, mais c'est quoi la cause? Oui, elle est diagnostiquée. Et... Des troubles au niveau cardiaque, ça. Et ça, j'avais déjà entendu qu'effectivement, dans ce genre de cas, la cohérence cardiaque, quand tu as des troubles cardiaques, ça pouvait faire ça. Moi, c'est la première fois que j'entends. C'est bien, on va aller suivre une semaine de formation dans 2 semaines en Italie pour justement la Sur ce cohérence cardiaque sujet-là, donc, sur ce sujet-là. Mais c'est j'ai eu la formation déjà plusieurs fois de différents intervenants. Moi, je n'ai jamais entendu que le pratiquer la cohérence cardiaque pouvait déclencher ça. Moi, j'aurais plutôt une autre hypothèse que je ne peux pas prouver. C'est que le fait de c'est la même raison pourquoi, par exemple, quand vous faites un cours de yoga aux US, vous devez signer une décharge. Parce que le fait de vous faire rentrer dans un état de relaxation alors que votre système nerveux est en mode alerte, il y a ce que nous on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire que vous allez vers la relaxation et le système autonome va dire non, 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 c'est dangereux ça. Il faut se remettre en mode alerte. Et vous avez donc justement une augmentation. Et ça, typiquement, ouais, très courant de l'anxiété. surtout PTSD. Pour moi, c'est la signature du PTSD, Quand il y du a une trauma psychologique. surréaction à tout, c'est très très lié à ça. En tout cas, Ouais, tous les clients qui avaient des surréactions, c'était toujours lié à ça. ouais. Je, 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 je veux bien vérifier cette histoire que la cohérence cardiaque peut déclencher ça, mais ça va à l'envers de tout ce que j'ai lu en études scientifiques et j'en ai lu quelques-unes. On va demander ça. Quand on a plusieurs pathologies, cela marche-t-il quand même? Bienvenue chez nous. Tout le monde a, c'est rare qu'on ait qu'une seule chose. C'est presque pas, voilà. Ce qui, par contre, est un facteur, voilà, on a parlé des effets secondaires, les choses qu'on refuse, parce que nous on refuse aussi les clients. Notamment, on prend pas quand, en fait, pour que démarrer la neurothérapie comme nous on l'a fait, on va regarder 3 dimensions. Il faut que vous ayez une des 3 dimensions qu'elle soit stable. Il faut que vous ayez soit une home base, donc une base, un chez vous, qui est posé. Il faut que vous ayez ou ça, ou alors du sens. Ça peut être un travail, ça peut être un volontariat, ou l'école, ou quelque chose où vous êtes bien, etc. Et puis il y a le volet social, que ce soit famille ou amis. C'est pas recommandé de venir chez nous si rien n'est. En plus, sans parler des problèmes médicaux, s'il n'y a pas un de ces 3 dimensions qui est stable, je suis pas sûr qu'on soit à la bonne adresse. Pareil, si c'est urgent, non, on n'est pas un service Ça d'urgence. marche jamais de toute façon, c'est toujours des gens qui disent que c'est urgent et après au final ils viennent pas, ils font pas les choses. Oui, mais on n'est pas un service d'urgence. On n'est pas là. Non. C'est un process qui dure du temps, qui prend des ressources en énergie et aussi en temps à mettre dedans. Et le progrès n'est pas linéaire, donc il va y avoir des fluctuations, etc. Oui, c'est pas magique, hein, ça va demander de l'implication, Voilà. C'est pas la pilule si vous magique qui avez vous par enlève exemple, tout. non, si vous avez de la dépression depuis 15 ans, n'attendez pas de votre cerveau qu'en 2 jours il vous l'ait enlevé. Il faut être gentil aussi avec votre cerveau. Ça fait 15 ans qu'il fonctionne comme ça, il va lui falloir du temps pour
se réajuster aussi, hein. C'est des choses qui prennent du temps. Ok. J'avais juste une petite recherche sur la fibrillation, ça me titille. Karine, vous avez occupé la nuit de François là maintenant. Il va regarder, chercher tout ça. Mais oui, si en plus c'est quand vous vous couchez que ça démarre, c'est très souvent les gens qui ont beaucoup d'anxiété, des traumas, des choses comme ça, c'est au moment du coucher, quand il y a la relaxation, il va y avoir de la transpiration, il va y avoir des palpitations, il va y avoir plein de choses. Il y a vraiment un refus du système parce que pour dormir, il faut se relâcher. Et donc ça, c'est aussi ce qui joue dans les insomnies, par exemple. Ce que je fais là, en parallèle par rapport qu'on discute, j'utilise un outil que je recommande d'ailleurs maintenant de plus en plus dans mes débriefs ou mes débriefs qu'on perd à la fin du traitement pour les personnes tendance autistique ou Asperger et autres, j'utilise un outil d'intelligence artificielle parce que c'est un fabuleux intervenant et c'est à quelqu'un qui se fatigue pas de répondre, qui s'appelle Perplexity AI et qui vous permet de faire des recherches sur le monde médical, vérifier les sources, tirer des conclusions et c'est vraiment moi j'utilise tous les jours. Voilà. Et donc j'attends sa réponse. Est-ce que des cohérences cardiaques peut déclencher de la fibrillation auriculaire? Voilà. Il est en train de consulter 30 sites web. Études. Voilà, je cherche les études qui vont dire, affirmer ou confirmer ça. Parce que a priori, je dirais non. Mais voilà. Je vais à tout. Ouais. Tomatis. Ouais, ça c'est méthode black box. Mais surréagir à tout, pour moi, ça pourrait plutôt, ça me fait plutôt penser du côté PTSD que du côté autisme aussi. Hein, voilà. Oui, parce que l'un n'est pas exempt de l'autre. Hein. On peut avoir d'autres choses. Maria qui nous rappelle que c'est un marathon, pas un sprint. Tiens, j'ai entendu cette phrase quelque part. Est-ce que le neurofeedback dans la santé, c'est comme ça. Hein. Ouais. Est-ce que le neurofeedback peut fonctionner sur des personnes avec malformation cérébrale, handicap lourd? On en a déjà fait. Je ne sais pas si tu te rappelles du gamin belge avec retard mental, mouvement, dyspraxie, la totale, et qui avait la phobie des piscines. Ça te rappelle pas ça, quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Oh oui, ça y est. Il y avait un défaut génétique, malformation cerveau, etc. Et les parents. Il était adorable ce gamin. Les parents ont pleuré le jour où il a dit à sa maman je t'aime. Oui, je me rappelle. Ça fait longtemps maintenant. C'est un bon souvenir. Ouais, oui, ça peut, mais faut voir. C'est pour ça qu'on au cas par cas. C'est pour ça que on offre des téléconsultations gratuites où vous pouvez nous transmettre de façon confidentielle d'éventuels rapports diagnostiques. Nous, on va faire, si vous nous envoyez les rapports avant la téléconsulte, nous, on peut faire nos recherches, consulter avec d'autres confrères qui ont déjà peut-être eu affaire avec ça, parce qu'on est en échange avec d'autres gens, on est en réseau, et voir. Mais j'ai jamais vu de cerveau qu'on pouvait pas aider jusqu'à présent. Et j'en ai vu 2500. En tout cas, on donne le maximum pour que ça se fasse, quoi. Même des fois dans des cas où il y a des trucs où on se dirait jamais entendu, tu sais, des maladies très spéciales ou quoi, on a quand même fait, on a dit allez, on tente, et au final, on a eu des super résultats, donc... Alors, je vais partager le résultat de ma recherche et Perplexity va dans mon sens. Ça va dans mon sens. C'est que d'après les données actuelles, les exercices de respiration cardiaque ne sont généralement pas considérés comme les déclencheurs de fibrillation auriculaire. Voilà, je vous laisse. Je vais partager le lien et ça confirme mon impression. Je ne pense pas qu'on parle à ce moment-là. Il y a autre chose alors. Voilà. Le PTSD, ça c'est l'acronyme en anglais pour trauma. En fait, en français, on parle de stress post-traumatique. Ouais. Patrick Drouot, je connais pas, voilà. Voilà, mais je vous ai posté le lien avec l'état de la recherche. Donc, il a consulté 35 sites, les sources sont visibles. Allez voir.
Perplexity me confirme dans mon opinion, mais je peux pas le garantir à 100%. Mais pour moi, c'est pas la cohérence cardiaque qui déclenche ça, c'est l'effet rebond. Et donc, il y a autre chose à faire. Et donc, ça vaudrait la peine de jeter dans le cerveau pour voir qu'est-ce qui se passe. Et dans ce cas-ci, par contre, là, ce serait intéressant d'avoir, avec l'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque sur 24 heures, en fait, ce qu'on fait, c'est en plus de l'enregistrement du cerveau, des tests neurocognitifs et des questionnaires santé, on vous pose un petit boîtier comme une boîte d'allumettes qui enregistre les battements du corps à travers l'électrocardiogramme. De nouveau, c'est la même chose que l'utilise le cardiologue, mais notre interprétation et ce que nous on cherche est complètement différent. Nous, on regarde l'état de votre système sympathique, parasympathique, parce que si par exemple le système sympathique il était pendant des années en mode alerte, à un moment il y a ce qu'on appelle le shutdown. Et là, vous réagissez à tout et vous pouvez pas. Donc à ce moment-là, il faut agir différemment que si vous êtes juste en mode alerte. Voilà. Oui, ça déclenche ça parce que le système veut pas se relaxer en fait. Oui, il combat l'effet de la cohérence cardiaque, comme on a souvent le cas sur tout ce qui est parasympathique chez des clients qui disent je me suis senti super nerveux, etc. alors qu'on les a relaxés parce que le système voulait pas et ça prend du temps jusqu'à d'inverser la balance. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que Karine décrit très bien, un système en mode alerte permanent, Oui, pas de sécurité intérieure, besoin de contrôle, c'est typique. C'est pas directement la cohérence cardiaque, mais c'est la relaxation qui provoque un rebond et donc une montée d'alerte. Mais oui. En fait, c'est le système qui se défend, qui veut pas, qui combat le. Qui croit qu'il est en mode survie. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, avec le SSP, rien que ça, déjà, pour quelqu'un qui est très sensible comme vous. Peut-être justement parler un peu du Safe and Sound, parce que je pense que c'est un des outils les plus puissants pour les gens dans le spectre. C'est une thérapie sonore que vous faites à distance, mais d'une certaine façon. C'est hyper puissant et c'est seulement accessible si vous êtes professionnel de santé formé à ça. Parce que vous pouvez vraiment faire du mal. On a eu des clients qui se sont foutus en l'air l'estomac en ne respectant pas nos consignes. Ouais. C'est un programme que vous faites, j'aime pas dire le mot musique, c'est de la thérapie sonore qui passe par le canal auditif pour toucher le nerf vague, pour rétablir le sentiment de sécurité dans le système nerveux. Traditionnellement, c'est 30 minutes d'écoute par jour. Mes clients traumatisés, bien traumatisés, pas voilà. Souvent, ils tolèrent 50 secondes max. Après, il dit je sature. Voilà. Ouais. Et donc, ça va durer. C'est pas plus qu'une minute. Hein. Ouais, voilà. Mais aujourd'hui, j'en ai encore eu un. Voilà. Aujourd'hui, j'en ai encore eu un. Qui a eu où ça, ils ont fait. Mais il y a aussi des moments où ils sont plus intenses que d'autres. Voilà. Nous, on vous guide, on vous explique des choses. Le premier facteur de succès, d'ailleurs ça on n'a pas parlé non plus, quel est le facteur de succès du neurofeedback? C'est comme dans la banque, c'est la compliance. Si on vous donne des indications, même si vous ne comprenez pas pourquoi, nous on sait, parce qu'on a fait l'expérience. Typiquement, voilà, on vous dit, il faut jamais venir à jeun chez nous pour faire une séance. Oui, mais je mange jamais le matin, je peux pas avaler. Vous allez essayer une fois, vous n'allez pas revenir ou vous allez changer. Point. Parce que vous allez être vraiment mal après une séance. Vous avez besoin de boire et de manger. Boire, normalement, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Le jour d'une séance, il faut boire 1 litre de plus. Je vous garantis que vous aurez mal à la tête si vous ne le faites pas. Vous pouvez me croire sur parole ou vous pouvez l'essayer. Normalement, ceux qui essayent, après, ils boivent. Voilà. Oui, c'est comme le SSP quand on dit qu'il faut faire tant et tant par jour, jamais dépasser, jamais mélanger. Il y en a qui prennent ça pas au sérieux et qui pensent que c'est Spotify et après,
Alors, Ça Karine, va pas comme bien. vous semblez être très intéressée, mais le Safe and Sound n'a rien à voir avec ce que vous trouvez sur YouTube, que ce soit des musiques isochroniques, binaural beats et toutes les choses que vous regardez. Ah oui, non, Enfin, ça a rien à voir. Pas non, de ça n'a rien à voir. solfeggio. On utilise ça, mais d'une autre façon. Mais voilà, pas ici. Je vous mets une page, malheureusement seulement disponible en anglais, qui va vous décrire et qui vous montre un peu. J'ai Je fait peux une vous, brochure en je, français, mais on peut pas partager de documents, je crois, dans le chat. ok. Bah, il faudrait mettre dans le drive Ouais, et le faut que je rendre vois si j'ai accessible. un short link. Voilà, regarde si tu en trouves. Je peux vous les expliquer de façon très, très, très simplifiée. C'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, ce que le Safe and Sound fait, il réinitialise votre système nerveux au moment similaire, à travers des modulations sonores, similaires à ce que le bébé entend quand il est le ventre dans sa mère. En fait, ça reproduit ça et ça vous remet dans cet état-là. Parce que à ce moment-là, ben, le monde était OK encore. Voilà, il n'y avait pas de, voilà. Il n'y avait pas de Ah, problème, il n'y j'ai avait pas de trouvé. stress, pas de belle-mère, pas de, voilà, pas de choses Alors, stressantes. Euh, oui, bah, ça c'est notre pain quotidien, Karine. Voilà, donc c'est oui, remettre j'ai quelqu'un trouvé. sortir du, bah, ce serait très bien si on a la brochure en français refaite, voilà. Ça marche, tu Ouais. as essayé le lien? Normalement, si vous cliquez Je, sur le lien, je pense que ça je vais, devrait être je en vais essayer si ça visibilité. marche. Voilà. Oh, c'est joli en plus. J'ai bien travaillé. Ouais. Ça a été fait avec amour. Voilà. Ah, ok. Ouais, très bien. Super. Ça marche. Donc, C'est voilà. tout nouveau, c'est tout récent. C'est les Ouais. derniers Ouais. documents qu'on a fait au propre, donc vous êtes Ouais. en exclusivité. Mais pareil, le SSP, c'est comme le neurofeedback. C'est pas pensé à être utilisé en standalone. Il faut le combiner avec d'autres choses. Si vous le Oui, faites, et c'est pas mal. ouais. Justement pour les gens où le sujet trauma psychologique est un sujet où le mode insécure est un sujet, ce que font ces gens-là, typiquement, et c'est une erreur, c'est que ils font les remèdes, les traitements séquentiellement, un après l'autre. Le problème, c'est que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut travailler sur les trois dimensions en même temps. Il faut travailler sur le mind, ça c'est les pensées, donc ce qui circule dans le cerveau. Deuxièmement, le cerveau en tant que tel, la connectivité dans le cerveau. Et la dimension qui est le plus oubliée, c'est le corps. Voilà. Parce que le corps, les émotions, il n'y a aucune émotion dans la tête. Aucune. Zéro. Tout est dans le corps. Et vous ne pouvez pas agir sur les émotions si vous n'intégrez pas la dimension du corps. On en a parlé dans une des récentes vidéos qu'on a fait sur le trauma où on s'est Ouais, pris le temps de... Attends, je vais ouais. retrouver le lien. On a Et, parlé justement de l'importance dans le trauma et l'insécurité de ces trois dimensions et que si c'était pris en charge... Attends, je vais mettre le lien. parce que si vous êtes en mode alerte, et c'est souvent le cas des gens autistiques parce qu'ils se surménagent, ils essayent de faire comme les autres alors qu'ils sont pas comme les autres. Euh, vous avez les trois systèmes qui sont impactés. Et si vous traitez les trois systèmes l'un après l'autre séquentiellement, ben vous allez avoir besoin de plus de séances, vous allez faire plus souvent. Voilà. Le problème que je comprends, l'argument que les gens me disent, oui, mais j'ai pas le temps pour faire tout, surtout si vous êtes maman solo ou je sais pas, jeune professionnel ou etc. Le problème, c'est que quand les expériences négatives sont arrivées, elles ont impacté les trois systèmes en même temps et ça laisse une signature dans le corps. Et donc la seule façon de s'en défaire, de couper cette suractivation, c'est de travailler sur les trois systèmes en même temps. Voilà. Ouais, on le voit, hein, les gens qui font par rapport à quand, Karine, la voilà, différence. tu as donné un très bon exemple. Tu es allé chez l'ostéopathe, ça t'a ramené un calme magique, et puis bam, ça revient. Parce que par les trois systèmes, la Ouais. lecture que je te conseille, Karine, c'est le livre, le best-seller de Bessel van der Kolk,
Kolk, c'est un psychiatre néerlandais qui travaille aux États-Unis. Pour moi, le spécialiste mondial de tout ce qui est trauma. C'est le Body Keeps the Score. En français, c'est Le corps n'oublie rien. Le corps n'oublie rien. Et là, en fait, ce livre, il nous amène en fait 1 ou 2 clients par mois, parce que dans ce livre, il dit, pour la dimension corporelle, vous avez soit le Somatic Experiencing, le TBRE ou le Yoga Informed for Trauma Therapy. Ça, c'est le volet corporel. Pour le volet mind, pensée, conscience, vous avez l'EMDR, vous avez le brain spotting, vous avez la psychothérapie. En cas de traumatisme, je suis pas trop pour la cognitivo-comportementale parce que c'est pas à mon avis ce qui est adapté. Et pour le cerveau, dans ce livre, il dit la voie royale, c'est d'aller directement à la source. Et à part le neurofeedback, qu'est-ce qui va à la source? Pas grand-chose. Voilà. Qui est-ce qui régule le système nerveux et le cerveau? Ouais. Il y a la TMS qui va aussi, mais la TMS, de nouveau, c'est costaud. Hein. Je connais personne qui le fait bien à Luxembourg. Enfin, déjà. Stop. Sans plus. Voilà. Oui, parce qu'à chaque fois, on a récupéré des gens. Et que c'est pas. Il y a d'autres raisons pourquoi, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Ouais. Les coups de pelle dans le cerveau, je suis pas fan non plus. Si on peut trouver quelque chose de plus doux avant de mettre des coups de pelle dans le cerveau, c'est quand même plus sympa. Alors, Karine, qu'est-ce qu'elle nous a mis comme lien? J'ai pas regardé encore. NBDI. Ah, journée de sensibilisation, le programme. Ah, c'est bien. Le problème, c'est que c'est un peu dur d'y aller pour un jour. Et ouais. Et Joseph Chivana qui dit. Ok, cool. Parce qu'il y a d'autres gens que je connais dans le programme. Non. Est-ce que Karine, vous y allez à cette journée, comme vous en parlez si bien? On attend une vingtaine de personnes. Je pense qu'on approche de la fin. Si vous avez encore des questions... Oui, j'ai pas d'autres slides de toute façon. Voilà. Après, si... Voilà. Ouais. Oui, tu y vas et tu connais les organisateurs. Je suppose que tu travailles dans le secteur. Éventuellement, ça pourrait être intéressant que tu reviennes vers nous. Nous envoie un petit email à info@neurofeedback par rapport à ça. Pas assez d'énergie. Oui, c'est épuisant. Ok. Peut-être que voilà, d'après ce que j'entends, je pense que tu serais une bonne candidate pour venir chez nous et qu'on puisse t'aider. Voilà. C'est assez proche de ce qu'on reçoit toute la semaine au final. Ouais, c'est notre pain quotidien. Genre de cas, en fait, c'est même là les symptômes. Tu parles les surrénales, la rate, le système nerveux épuisé. En fait, c'est ce que la plupart des gens qui viennent nous voir ont le corps qui est flingué. Ça va jusqu'à l'eczéma, ça va jusqu'aux infections urinaires chroniques. Ça, c'est ça, on a l'habitude de recevoir. Hein. Ouais. Ce que je trouve aussi. Ouais. Ce que je trouve maintenant, si je réagis par rapport au programme de la journée, c'est qui est dommage, c'est que justement, il y a personne qui parle du neurofeedback comme option pour l'autisme. Voilà. C'est pas connu, malheureusement. Dans le monde francophone, dans le monde américain, oui, un peu plus, voilà. C'est dommage, mais bon, on n'est pas prêt pour aller à Bruxelles faire un stand là-dessus, malheureusement. On est déjà bien occupé à aider les gens de Luxembourg et déjà cet été on a eu des gens de Suisse, de Bordeaux, de La Réunion, Réunion qui sont venus chez nous, Marseille, donc oui, voilà. Ouais. On sera tout juste rentré de formation en plus, donc. Cette année-ci, c'est loupé. Il faut prévoir ça 1 an en avance, quoi. Sinon, c'est pas une peine. Ouais, ça demande du boulot. Ouais. Good. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie pour votre temps de cerveau disponible. Et tu as des jolis celui-là. Oui, je me suis dit, ça change, c'est un nouveau et je le trouvais cool, même si on n'est pas spécialement en vacances. Bon, ici en Belgique, il y avait du soleil aujourd'hui, donc ça, les lunettes de soleil, ça marche. Mais... Ok. Good.
Merci d'être là. Il y a encore une quinzaine de personnes en ligne. Merci d'être assisté. J'espère que vous trouvez ça intéressant. Et pour les personnes qui nous suivent pas en live, mais sur YouTube après, si vous avez bien aimé ce qu'on fait, nous aussi, on a besoin de feedback. Donc, sur notre chaîne YouTube, laissez un petit like pour la vidéo. Laissez-nous un commentaire. Dites-nous comment vous trouvez. Voilà, parce qu'aujourd'hui encore j'ai reçu un commentaire d'un ostéopathe qui trouve nos vidéos géniales, mais j'ai dit c'est bien que tu m'écrives un mail, mais c'est plus utile si tu faisais ça sur la vidéo et sur la chaîne YouTube. Ça nous aide plus. J'ai oublié de préciser que les vidéos, la partie 1 et la partie 2 seront disponibles en ligne à partir de demain. Donc si c'est quelque chose que vous voulez envoyer à quelqu'un, jusqu'à présent elles étaient réservées, elles vont être mises en ligne. Celle-ci a été enregistrée aussi, donc si pas le temps de tout voir, tout écouter, je pense que d'ici vendredi, je devrais avoir eu le temps de la publier sur YouTube, sinon ça va suivre, vous serez informé par email quand ce sera en ligne. Donc voilà, si jamais vous voulez la partager, ça sera en public. Hein. Ouais. Merci beaucoup. Merci. J'espère que c'est intéressant. À tous. Voilà. Merci à tous. Merci. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.